Retour sur le plateau de la semaine de l'écho sur France 24 et je suis toujours en compagnie de Sophie de Menton, présidente de l'organisation patronale éthique. Avec nous également aujourd'hui Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School, et Vincent Drézé, fiscaliste et membre du conseil d'administration d'Attac. La baisse du pouvoir d'achat ne préoccupe pas que les Français, c'est un sujet qui inquiète les Européens dans leur ensemble, confrontés eux aussi à une inflation galopante. En zone euro, la hausse des prix a battu un nouveau record absolu le mois dernier à 8,6% et certains pays comme l'Espagne ou la Belgique se retrouvent avec une inflation à 2 chiffres. Alors face à cette flambée des prix, les gouvernements européens se penchent aussi sur des mesures pour le pouvoir d'achat, taxation des fournisseurs d'énergie en Italie et au Royaume-Uni, aide directe aux ménages en Espagne, remise sur les prix des carburants en Allemagne, l'Allemagne où le chancelier Olaf Scholz parle même de l'inflation comme d'un défi historique. On l'écoute. L'enjeu des prochaines semaines sera de développer des instruments et de trouver des façons de répondre à ce défi historique. Ce qui est important pour moi, c'est d'envoyer un message pour dire que nous sommes ensemble et que nous voulons que tous les citoyens traversent cette période sans difficulté. Les étudiants aussi bien que les retraités, les entreprises aussi bien que leurs salariés. Et je suis heureux si dans ce dialogue que nous avons en ce moment, nous laissons de côté les vieilles habitudes et nous développons un esprit d'union qui nous permettra de traverser cette période. Jean-Marc Daniel, on a entendu le chancelier allemand Olaf Scholz. Des mesures sont en préparation, en concertation avec le patronat et les syndicats. Cela change de la méthode française ou on a vu aussi des concertations en France dans la même mesure? Il y a une tradition en Allemagne de davantage de concertation, avec en plus une tradition de lier les concertations en question à des anticipations sur la politique que va mener la Banque centrale, puisque la Banque centrale est indépendante depuis quasiment l'origine de l'Allemagne moderne. Et donc il y a toujours eu cette idée que si on n'arrive pas à s'entendre sur la façon dont on va traiter la répartition des revenus, la Banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt avec les conséquences que ça peut avoir sur la croissance. Or, ce qui se passe en ce moment en Allemagne, c'est qu'il y a un débat sur le thème « Est-ce que la Banque centrale que nous avons en face de nous est de la même nature, de la même essence intellectuelle que ce qu'était la Bundesbank? Est-ce qu'il faut qu'on change nos habitudes, effectivement, qu'on fasse des mesures un peu à la française? Ou est-ce qu'on peut dire à la Banque centrale « Comportez-vous comme une banque centrale, il y a de l'inflation, vous montez les taux, et à ce moment-là, on en verra les conséquences, notamment sur l'évolution des revenus et sur l'évolution de l'inflation. » Un des enjeux de l'évolution des taux, on le voit d'ailleurs sur d'autres pays hors la zone euro, c'est que si vous augmentez vos taux d'intérêt, normalement, vous appréciez votre monnaie. C'est-à-dire que le taux de change... On le voit avec les États-Unis qui ont fortement augmenté leurs taux et le dollar s'apprécie face à l'euro. Et alors la conséquence de ça, c'est que le prix du pétrole étant en dollars, la faiblesse actuelle de l'euro, faiblesse relative, mais enfin faiblesse objective malgré tout, a comme conséquence d'amplifier le mécanisme du choc pétrolier. Je rappelle qu'en 2008, le prix du pétrole était monté à 145 $ le baril. Et nous sommes, cette semaine, là, ces derniers temps, entre 110 et 120 $. Et pourtant, le prix de l'essence n'avait pas dépassé les 2 €. Parce qu'un euro à l'époque valait 1,6 $. Et donc, il y a aussi un enjeu que mettent en avant les Allemands sur l'évolution du taux de change. Du taux de change, pardon. Et hors zone euro, vous avez un certain nombre de pays, notamment la Pologne et la Hongrie, qui ont remonté leurs taux, qui ont demandé à la BCE de les soutenir dans l'évolution de leur taux de change, de façon, là aussi, à ce que la dépréciation de leur devise n'ait pas des conséquences trop violentes sur l'évolution de l'inflation. Donc, il y a un enjeu de taux de change qui vient se mettre en parallèle avec les mesures budgétaires traditionnelles que mettent en place la plupart des pays européens. Alors, ces mesures budgétaires, il faut les financer, Vincent Drézé, et il y a notamment cette idée qui circule depuis quelques mois, c'est de taxer les surprofits des entreprises, notamment dans le domaine de l'énergie. Il y a même l'OCDE qui a évoqué cette idée, et puis on a vu des pays comme l'Italie, le Royaume-Uni mettre en place cette taxe donc temporaire sur les surprofits des grandes entreprises, notamment énergétiques. Est-ce qu'on a un premier bilan ou c'est trop tôt pour en parler? Est-ce qu'on sait si c'est efficace? Alors, c'est déjà un peu trop tôt pour en parler parce qu'on est au cœur de la crise. Ça, c'est une certitude. Pour mémoire, il faudra aussi voir, et ça vient d'être dit, quelle va être la stratégie de l'Union européenne, alors qu'elle a pour l'instant notamment suspendu ses critères européens en matière de politique budgétaire, parce que ça ne va pas être tout à fait du tout neutre. Et puis, il y a l'évolution des taux d'intérêt. Mais pour ce qui est du débat, depuis 2015, l'OCDE dit qu'il faut pouvoir avoir une approche pour taxer les super profits, c'est-à-dire ceux qui sont d'une certaine manière anormaux, au sens plein du terme, afin de financer des mesures en lien avec notamment la hausse du coût de l'énergie et notamment de la période actuelle. Donc il y a
l'Italie qui a instauré une taxe de 10%, le Royaume-Uni, on verra ce qui se passera après le changement de gouvernement, mais qui est sur 25%. Il y a des discussions en Allemagne, parce que la remise de 30 centimes sur le prix du plein, si j'ose dire, a manifestement mal fonctionné. La Roumanie, la Hongrie, j'allais dire un peu plus longtemps, mais se pose également cette question. Et en France, ce qu'il y a, c'est, on l'a vu l'année dernière, on a sur le seul CAC 40, 158 milliards d'euros de profits, qui vont être imposés certes à 25%, mais si on fait une moyenne, on a fait le calcul, si on fait la moyenne en tenant compte du fait qu'on va neutraliser 2020, mais des profits de 2017, 2018, 2019, la moyenne des profits du CAC 40, du résultat net du CAC 40, c'est 88 milliards d'euros. On est à 158. C'est comme ça qu'on calcule les surprofits. Voilà, on peut avoir, oui, parce qu'il faut une moyenne, on peut avoir, si j'ose dire, une première estimation de ce que seraient les super-profits. On peut étendre le raisonnement aux 100, 150 plus grandes entreprises et voir s'il n'y a pas là, de manière certes exceptionnelle pour des mesures peut-être temporaires, et le débat sur la réforme fiscale, pour lui, il demeure bien sûr, mais au moins sur cette partie-là, s'il n'y a pas quelque chose à faire, surtout quand on voit que ça n'a pas nécessairement servi à l'investissement, mais à la distribution de dividendes. Sophie de Menton, du point de vue des entreprises, est-ce qu'une telle taxe sur les surprofits est compréhensible ? J'ai beaucoup de mal avec le surprofit. La terminologie elle-même m'étonne un peu. Le profit, alors en particulier en France, est très mal vu. On est coupable de faire du profit. Mais on a vu des entreprises, excusez-moi, pétrolières, de transport, réaliser des profits à cause de la guerre en Ukraine. Oui. Alors, des profits à cause de la guerre en Ukraine, c'est très, très compliqué, oui. C'est très compliqué aussi. Il faut savoir, d'ailleurs, j'ai appris ça, on a des chefs d'entreprise qui ont été interpellés pour acheter du pétrole à $52 le baril. Donc, il y a du marché noir en matière de pétrole qui vient de la Russie et qui passe par l'Inde, semble-t-il, pour pas que les puits russes s'assèchent. Il faut qu'ils tirent leur pétrole parce que sinon, on n'arrive pas à les remettre en route. Donc, tout ça est horriblement compliqué. Alors oui, vous aviez une question au début qui était intéressante, c'est est-ce qu'on pourrait discuter de ça et est-ce que notre dialogue est suffisant avec les pouvoirs publics ? Je pense que c'est très insuffisant. Oui, en Allemagne, il y a une culture de la concertation, nous ne l'avons pas. Et donc, on découvre tous les matins ce qui va se passer. Les banques qui nous disent, je suis toujours en train de penser à mes remboursements de prêts, qui nous disent, le gouvernement ne suivra pas, il faut rembourser immédiatement, alors qu'il était question que ce soit étalé, etc. Donc les prêts liés au Covid. Liés au Covid. Quant à ces surprofits, alors on sort toujours aussi le CAC 40, le SBF 120. Je pense qu'on a besoin de ces entreprises et de leur richesse. Oui, elles ont des profits. Compliqué aussi, parce que c'est vrai qu'il faut répartir, et à Éthique, nous travaillons beaucoup sur la nécessité de répartir la richesse, d'impliquer les salariés, de voir ce qui se passe pour les dividendes, d'avoir des salariés actionnaires. Mais évidemment, entre des boîtes qui ont des profits colossaux et des PME même qui marchent bien, ça ne peut pas être le même système. Je crois que, très honnêtement, le gouvernement aurait intérêt à convoquer les industriels du pétrole, de l'énergie et voir avec eux comment on fait dans une période si difficile au lieu d'inventer des systèmes. Pour le moment, de il n'en est pas question en France, mais justement... Il n'est pas question en France. Jean-Marc Daniel, c'est quelque chose que l'on peut mettre en place à un niveau concerté. Par exemple, les pays de l'OCDE peuvent se concerter, comme il y a eu de la concertation sur la taxe GAFA pour une taxe temporaire sur ces surprofits. Oui, ils peuvent se concerter, mais on l'a bien vu d'ailleurs sur la taxe GAFA, la difficulté qu'il y a eu, et un certain nombre de pays comme l'Irlande disent vous essayez en fait de briser notre capacité à attirer les entreprises. Ce qui vous dérange, c'est que nous soyons très attractifs et vous voulez nous empêcher de développer notre propre politique fiscale. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que, encore une fois, la hausse des prix se concentre sur un secteur particulier, essentiellement l'énergie, et un secteur dont on a théorisé il y a encore 3 ou 4 ans la nécessité d'augmenter ses prix. On voit ça d'ailleurs en Allemagne. Les écologistes qui sont membres de la coalition gouvernementale sont plus ou moins dans l'opposition vis-à-vis du reste du gouvernement. Aujourd'hui, on subventionne l'énergie. Voilà, en disant on subventionne l'énergie, nous on défend le principe de la taxe carbone et on est en train de faire, non seulement on ne fait pas une taxe carbone, mais on fait un système qui consiste à subventionner la consommation d'énergie. Et on le voit bien en France aussi, il y a une contestation qui commence à apparaître en disant écoutez, on subventionne l'essence qui est un produit qui pollue et qui est un produit qu'on importe, donc qui détruit notre commerce extérieur. Donc, mais on a des alternatives à très court terme ? Alors, à court terme, de façon immédiate, non, c'est évident, mais à moyen terme, un certain nombre de gens, et on revient à votre question, disent il faut laisser aux compagnies énergétiques, qui ne sont pas exclusivement pétrolières, des moyens financiers pour leur permettre de réaliser cette transition écologique et énergétique dont nous avons particulièrement besoin. Alors, Vincent Drezé, quelles sont les autres pistes du point de vue fiscal pour financer ces mesures, en quelques mots ? En réalité, quand on regarde la déclaration de Gabriel Attal qui disait
d'une certaine manière, il n'y aura pas de taxes. J'appelle tout le monde à l'effort. Donc ça veut dire que ce qui va financer de fait ces mesures-là, c'est le système fiscal actuel. Il n'y a pas 36 mesures. Soit parce que tout de suite on prélève, soit parce qu'il y a une dette et à un moment donné, c'est le système fiscal lui-même qui est censé rembourser la dette. Après, il faut regarder l'état du système fiscal. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de dire, ce débat-là, effectivement, il existe, de dire, mais si on l'angle du point de vue, mais on ne va quand même pas favoriser la consommation de produits avec le changement climatique qui s'opère. Certes, mais l'urgence, elle est sociale. C'est pour éviter que les gens tombent dans la pauvreté. Urgence sociale, justement. C'est l'urgence sociale et l'urgence climatique, elle est là, mais c'est pour ça que tout de suite, pas se contenter de ces mesures-là, il faut dire comment on répartit les richesses, comment on favorise les investissements, ce qui va appeler une politique budgétaire nouvelle et une nouvelle répartition des richesses, qui appellera un geste sur les salaires, mais qui appellera un geste sur... Geste sur les salaires, justement. Fiscale. Il nous reste une minute, Sophie de Menton, je vais vous interpeller sur cette question des salaires, parce qu'on en a parlé tout à l'heure pour la France, mais aussi dans d'autres pays européens, il y a eu des hausses de salaires, des hausses de SMIC. En Allemagne, en Espagne, en Belgique, on a des salaires indexés aussi sur l'inflation. Est-ce que les entreprises peuvent suivre? Est-ce que c'est une solution à court terme? La hausse de salaire, nous sommes tous en train d'y penser. D'abord à cause de la rareté, on était très égoïste, à cause de la rareté des salariés que nous ne trouvons pas actuellement. On y pense, de toute façon, encore une fois, c'est dans l'esprit des chefs d'entreprise. Donc là, oui, par contre, je suis totalement opposée à la hausse du SMIC. C'est un SMIC à 1 500 €, ce serait une aberration. Et c'est là encore qu'il faudrait se concerter avec des vrais chefs d'entreprise. Faire comprendre que tout d'un coup, passer le SMIC à 1 500 €, qu'est-ce qui se passe pour l'échelle des salaires dans l'entreprise. Donc plutôt l'incitation pour vous, inciter les entreprises à augmenter les salaires. De toute façon, on aime beaucoup mieux l'incitation, mais surtout les entrepreneurs sont créatifs et généralement on trouve beaucoup plus de solutions peut-être que dans les arcanes de Bercy. Merci beaucoup Jean-Marc, Daniel, Vincent Drézé, Sophie de Menton d'avoir partagé avec nous votre analyse. C'est donc la fin de cette émission. Je remercie évidemment l'équipe de la régie et Fadil Bayat ainsi que Farah Bouchrak pour leur aide précieuse à la préparation de ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.